En direct du Salon international de l'agriculture, depuis le stand de la coopération agricole, Agriculture et Territoire, Patrick Roger. Agriculture et territoire avec Olivia Détroya, aussi spécialiste des questions agricoles et agroalimentaires au Figaro Économie, qui va m'accompagner, vous accompagner pendant cette heure. Agricole. Bonjour Olivia. Bonjour Patrick. Vous êtes spécialiste de toutes ces questions, donc vous allez pouvoir aller au fond des choses avec nos invités. Alors nos invités dans un instant. En direct du Salon international de l'agriculture, depuis le stand de la coopération agricole, Agriculture et Territoire, Patrick Roger. Avec Olivia Détroya, également spécialiste de toutes les questions agricoles et agroalimentaires au Figaro Économie, qui est avec moi ici en direct du stand de la coopération agricole. Dominique Chargé, Gilles Noël qui parlera aussi dans un instant, vice-président des maires ruraux. Françoise Gatel qui va nous rejoindre aussi, ministre en charge de la ruralité dans un instant. Et Marc Ferracci, le ministre en fait de l'industrie. Alors Olivia, on se posait en fait cette question en fait tout à l'heure. Hein. Vous l'évoquiez en introduction, il y a des questions environnementales. Parce que là, on a parlé, évidemment, vous nous avez dit, Marc Ferracci, qu'il faut maintenir plus que jamais notre agro-industrie, bien sûr, que c'est le secteur le plus important de l'industrie, mais il y a des forces contraires qui arrivent bien souvent. En matière d'environnement, il y a beaucoup d'impact. Comment faire face à cela ? À un moment, il faut faire des choix. Si on a envie d'avoir des emplois industriels dans notre territoire, si on a envie d'avoir de la souveraineté industrielle, alimentaire, agroalimentaire, eh ben, il faut prioriser l'industrie. Moi, ça vous surprendra pas. Plus que l'environnement. Ça vous surprendra pas. On peut trouver des équilibres et je vous donne des exemples. Ce matin, j'ai discuté avec des représentants de la filière poulet qui ont des projets d'investissement à hauteur de 1 à 2 usines par an. Sur notre territoire. Des gens de la filière lait qui ont aussi des projets d'investissement qui se chiffrent en centaines de millions d'euros et qui sont trop souvent entravés par de la complexité administrative. Pas simplement des normes environnementales, mais de la complexité administrative. Donc là-dessus, nous allons agir. Je vous le disais, nous avons un projet de loi qui est en préparation. Et de manière très concrète, nous avons annoncé, c'était sous le gouvernement de Michel Barnier, j'étais déjà ministre de l'Industrie, que nous allons exempter, nous sommes en train de concrétiser ça avec François Rebsamen, nous allons exempter les projets industriels du ZAN. Vous savez, le zéro artificialisation nette qui limite... C'est-à-dire qu'on pourra construire des fermes et ce ne sera pas considéré comme de l'artificialisation des sols. Exactement. C'est ce que nous sommes en train... Des usines aussi de transformation. D'abord des usines parce que c'est centré sur les projets industriels. C'est centré sur les projets industriels. Ça, c'est une contrainte dont beaucoup d'industriels me parlent, pas simplement dans l'industrie agroalimentaire d'ailleurs, et qui empêche des extensions de sites, qui empêche des implantations de sites. Il faut à un moment ou à un autre faire des choix. Et nous avons fait le choix de faire de l'industrie, eh bien, le fer de lance de notre reconquête de souveraineté industrielle, mais aussi alimentaire et énergétique. Il faut combien de temps pour reconquérir cette souveraineté alimentaire ? Aujourd'hui, on importe à peu près 20% de ce qu'on mange dans nos assiettes. À quel horizon on peut espérer être à nouveau souverain ? Alors, on importera toujours une partie de ce que l'on consomme. Je pense que ça n'est pas forcément sain d'être à zéro en termes d'importation. Non, mais sur les filières les plus en difficulté. Mais effectivement, je pense que si on agit aujourd'hui sur la simplification, sur le coût du travail, je vous en parlais, je pense qu'il faut qu'on baisse le coût du travail de manière massive dans les prochains mois et qu'on bascule une partie du financement de notre protection sociale sur d'autres assiettes que le travail. On aura l'occasion d'en reparler. Il faut qu'on baisse les coûts de l'énergie, nous y travaillons avec les industriels. Si on actionne tous les leviers, j'essaye de vous répondre, je pense qu'on peut avoir des résultats rapides parce que moi, je vois des projets d'investissement qui sont... C'est quoi, 5 ans, 10 ans ? Non. Dès l'année prochaine, il y a des projets d'investissement qui sont aujourd'hui sur étagère, dans les cartons, qui n'attendent que des signaux positifs dans toutes les industries, et notamment dans l'industrie agroalimentaire, qui vont sortir de terre, ou en tout cas qui produiront de l'emploi industriel dans nos territoires à horizon 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça, moi j'y crois, et je le dis, le ministère dont j'ai l'honneur d'avoir la charge, c'est un ministère de combat. Il ne faut rien lâcher, et si on actionne tous les leviers en lien avec les acteurs, et si on ne fait pas n'importe quoi du point de vue administratif... Administratif et environnemental, quoi. C'est ce que vous dites quand même. Non, mais moi je pense que l'environnement n'est pas l'ennemi de l'industrialisation. Il faut trouver des équilibres, et à un moment ou à un autre... Vous allez dire à vos amis écolos. À un moment ou à un autre, je pense que prioriser
le principe même de la souveraineté, c'est absolument essentiel. Ah oui, et les circuits courts. Merci Marc Ferracci, ministre donc en charge de l'industrie et de l'énergie, d'être venu nous faire ces annonces sur ce plan de 500 millions et sur la volonté évidemment aussi de nouveau de libérer de l'espace, pas de ZAN pour l'implantation en fait des usines en campagne. Ça c'est particulièrement important et très attendu. Dominique Chargé et Gilles Noël, pendant que la ministre Françoise Gatel s'installe. Oui, moi je veux bien illustrer ce qui vient d'être dit par le ministre et auquel je souscris évidemment totalement. 2 points. Il a été déclaré, et à juste titre, par la filière volaille, dont nous souffrons énormément de déficit de compétitivité et d'importation, que nous avions l'ambition de construire 400 poulaillers en 5 ans pour reconquérir une part de cette souveraineté alimentaire qui nous manque aujourd'hui. Si vous construisez des poulaillers, il faudra aussi construire des usines qui permettront de transformer ces... Mais évidemment. Et j'ajoute... On voit qu'il y a une forme d'aversion aussi dans les territoires à ce type de projet. J'ajoute un point majeur là-dessus. C'est que nous avons constaté récemment la colère paysanne qui a monté. Cette colère paysanne, elle est notamment issue de territoires que nous avons trop exclusivement dédiés à des productions notamment végétales, sur lesquelles aujourd'hui les modèles agronomiques, je ne vais pas faire de technique ici, mais en tout cas les modèles économiques sont extrêmement exposés au changement climatique et à la géopolitique. Ces territoires, si nous voulons les redynamiser, il faut que nous remettions des modèles plus résilients qui passeront par ces productions animales de carnivores. Ça c'est le premier point, il est très important. Si nous devons reconstruire des exploitations qui nous permettront de produire ces poulets et des usines qui vont avec. Ça c'est le premier point. Deuxième point. Il ne faut pas opposer production et transition, compétitivité et transition. Mais on est dans des injonctions contradictoires entre est-ce qu'on peut continuer comme ça à produire plus, quitte à hypothéquer un peu l'avenir de nos territoires. Nous devons produire plus et nous devons produire mieux. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce ne sont pas des injonctions ou des interdictions. Ce sont des moyens et du temps. Les moyens, c'est quoi? C'est de la recherche, c'est de l'innovation sur des technologies nouvelles. Mais nous savons aujourd'hui produire dans beaucoup de productions des productions qui respectent l'environnement. Mais ça coûte des milliards d'euros. Est-ce que vous avez les moyens de le financer aujourd'hui? Alors, ça va être le sujet qui vient avec. C'est-à-dire, il y a les sujets effectivement de financement des transitions, financement de décarbonation de nos filières. C'est combien dans l'industrie? Rien que dans l'industrie laitière, c'est 1 milliard d'euros. Ce sont des sommes d'investissement colossales dont on sait parfaitement que le consommateur ne pourra pas payer seul la facture sur son acte d'achat. Il y aura donc des contributions qui devront venir à la fois des contributions françaises, mais aussi européennes. Et ça, c'est très important qu'on l'ait en tête. On ne peut pas opposer aujourd'hui compétitivité, souveraineté alimentaire, compétitivité, transition. Nous avons besoin des 3 axes. Et nous avons besoin, le ministre l'a dit, aussi de l'élévation du niveau des compétences et d'attractivité pour nos métiers. Oui, Dominique Chargé, merci. Dans un instant, Gilles Noël qui est avec nous va réagir. Il s'impatiente et piaffe un petit peu, mais vous allez faire justement et commenter ce que disent en fait les ministres que vous écoutez. C'est Françoise Gatel qui nous a rejoint, qui est ministre en charge de la ruralité. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez bien aussi ce secteur de l'agro-industrie parce que vous êtes député. Vous avez été vous avez été en fait élue. Sénatrice. Oui, sénatrice, pardon. Vous avez été parlementaire et élu de terrain sur des terres de l'agro-industrie en fait en Bretagne, où parfois il y a des conflits, c'est-à-dire que pendant des années on a laissé faire pour qu'il y ait des constructions d'agro-industrie, etc. Et depuis quelques années il y a des batailles en fait environnementales. Comment faire face à ça? Comment faire? C'est trouver d'abord la voie de la raison et puis définir ce que l'on veut. Je pense, que la souveraineté alimentaire ne doit pas être une question dans notre pays, parce que je pense que l'alimentation, c'est carrément aujourd'hui une arme de guerre, et que pouvoir alimenter son pays et travailler à l'export, c'est un enjeu colossal pour nous tous, sur lequel on doit se rejoindre. Ensuite, c'est comment on produit. Les agriculteurs eux-mêmes, ils ont considérablement transformé leur mode de production. Ils sont plus... Enfin, oui, je pense qu'ils sont engagés dans une démarche de développement durable. Alors, ça va jamais assez vite, et qu'en même temps, moi j'ai une question un peu basique qui est celle de tout le monde. Il faut qu'on m'explique comment en France on contraint les agriculteurs, en fait tous les producteurs, à des normes particulières qui sont surtransposées par rapport à la norme européenne. Mais ça, c'est en train d'être résolu. Il y a une loi qui est passée pour dire que ça n'existera plus. Alors voilà, mais restons vigilants et restons attentifs, parce qu'aujourd'hui
aujourd'hui dans notre pays, on commercialise des produits que nos producteurs ne pourraient pas vendre. Donc moi, ça me gêne un peu, et qu'ensuite, on a une sorte de méconnaissance et d'intolérance assez spontanée au développement de l'industrie agroalimentaire. C'est très vrai. Et donc, je pense qu'il faut à la fois qu'il y ait un travail entre les agriculteurs, les industriels et les élus, et il faut sensibiliser et éduquer les enfants et éduquer les gens à ce qu'une ruralité, elle est productive, et pour manger sainement, il y a besoin aussi de produire et de transformer. Cette éducation-là, elle se fait aussi, soulève la question de la formation. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont du mal à trouver des bras pour faire tourner les usines ou pour aller récolter les productions. Comment s'attelle à cette question-là pour faire venir justement des nouvelles générations? Alors, votre question est essentielle. D'abord, il faut rendre les métiers attractifs, et il faut en parler d'une manière positive. C'est-à-dire, quand vous habitez en Bretagne centrale et que vous pouvez avoir un travail à côté de chez vous, une maison, l'école, etc., c'est un mode de vie qui peut convenir à des tas de personnes. Donc on a la question de l'attractivité des métiers. Dans l'industrie agroalimentaire, il y a vraiment aujourd'hui des conditions de travail qui se sont nettement améliorées, aussi bien physiquement qu'en matière, d'où d'ailleurs de plus en plus de femmes, de bruit. Bien sûr. dont de plus en plus de femmes. Oui. Mais c'est vrai que ça reste une question, donc il faut rendre ces métiers attractifs. Et puis je crois qu'il faut faire ce travail que vous évoquiez, madame, avec les enfants. Dans mon département d'Ille-et-Vilaine et dans le canton dont je suis originaire, tous les ans, il y a une journée qui s'appelle l'Éthérial, où les agriculteurs invitent les enfants des écoles à venir découvrir les métiers, à venir voir ce que c'est et à donner envie. Et à montrer que ces métiers, ils évoluent, sont aussi des vrais métiers. Alors, c'est vrai, évidemment, en Bretagne, vous l'évoquez, où les enfants des territoires ruraux, c'est plus simple de les mobiliser. Mais ce sont aussi les gens des villes, bien souvent. Récemment, nous étions à un salon, effectivement, dans les Pyrénées, où on nous disait, c'est pas facile de faire venir les gamins, par exemple, de Toulouse, dans les exploitations, et de voir comment on fabrique, comment on produit, et ensuite comment on transforme, quoi, Françoise Gatel. Alors, ce que vous dites me touche beaucoup, parce que c'est l'image de la ruralité. C'est-à-dire, la ruralité, c'est encore un monde qu'on ne connaît pas, et qu'en tout cas, ce qu'on sait, c'est que parfois, il y a une supériorité des urbains, et une forme de condescendance à l'égard de la ruralité. La ruralité, c'est 22 millions de Français, 88% des communes. Et donc, je pense qu'il faut une volonté de la part de l'éducation nationale, des communes, des collectivités et aussi des chambres d'agriculture, et ça marche bien, pour faire découvrir aux enfants, on pourrait faire des classes campagne et ruralité, comme on fait des classes de mer. Bien sûr, c'est à vous de lancer, vous êtes ministre en charge de la ruralité. Donc, merci de votre confiance. Allez-y, évidemment. Un mot, Dominique Chartier, puis ensuite le vice-président, évidemment, aussi des communes rurales, qui réagira juste après les infos de 11h. Oui, un mot juste pour soutenir ce qui vient d'être dit, un territoire que je connais bien, celui du Grand Ouest et de la Bretagne. De dire qu'aujourd'hui, finalement, la complexité administrative, la controverse sociétale dans laquelle nous sommes, empêche beaucoup de dossiers, de modernisation, d'extension, de création, d'élevage, par exemple, de se mettre en place. En fait, c'est notre principal frein aujourd'hui à accompagner les transitions, parce que, justement, la modernisation des élevages, c'est-à-dire les dossiers qui ne montent pas aujourd'hui, moderniserait les élevages, en créerait de nouveaux, qui répondraient à des règles de meilleure application, de transition, de règles environnementales, etc. Donc il faut que nous débloquions cette complexité pour permettre à l'agriculture de progresser. Je pense qu'il faut bien qu'on comprenne que c'est cette modernisation qui permettra à l'agriculture de répondre aux deux défis, que sont celui de la compétitivité et des transitions, et donc de la souveraineté alimentaire. Écoutez, on a entendu le ministre Marc Ferracci qui veut justement simplifier les choses. Il nous l'a dit en fait tout à l'heure. On verra ce qui se passera sur le terrain. Nous poursuivons, en tout cas, nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture Sud Radio ici sur le stand de la coopération agricole avec Olivia Détroyat du Figaro. Et dans un instant, nous allons poursuivre jusqu'à 11h le grand débat autour des territoires et de l'agriculture. Agriculture et territoire. Patrick Roger. En direct du Salon international de l'agriculture depuis le stand de la coopération agricole. Sud Radio,
Nous sommes en direct du salon de l'agriculture. Nous allons reprendre les débats, les grands débats, évidemment, agriculture et territoire dans un instant jusqu'à midi. Avant ça, un point sur les infos. Parlons vrai. Avec vous, Florian Pierrat. Bonjour Florian. Bonjour à tous, c'est l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation. L'entreprise d'exploration maritime Ocean Infinity vient de reprendre les recherches pour retrouver le Boeing 777 du vol MH370 de la Malaysia Airlines. L'appareil et ses 239 personnes à bord ont disparu des radars en 2014. L'avion devait relier Kuala Lumpur à Pékin. Une nouvelle zone de 15 000 km² est actuellement explorée dans le sud de l'océan Indien. Une trêve est-elle possible en Ukraine 3 ans après le début de l'invasion russe? Elle pourrait être conclue dans les prochaines semaines, estime Emmanuel Macron. Le président français a accordé une interview à Fox News hier soir à l'issue de sa rencontre avec Donald Trump. Dans le même temps, Moscou salue la position équilibrée des États-Unis après le vote hier soir au Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution américaine pour une paix rapide. Mais le texte n'évoque pas une intégrité territoriale de l'Ukraine. L'actualité en France avec le témoignage attendu cet après-midi de l'ex-épouse de Joël Le Squarnec à la cour criminelle du Morbihan à Vannes. Deuxième jour du procès XXL de l'ancien chirurgien jugé pour le viol de 299 patients mineurs pour la plupart. L'ex-femme de Joël Le Squarnec affirme ne jamais avoir eu de soupçons sur la pédocriminalité de son mari. Les carnets du médecin laissent pourtant penser le contraire. Le taux de suicide a doublé en seulement 7 ans chez les jeunes femmes de moins de 25 ans, constate l'adresse dans un rapport paru ce matin. La direction de la recherche et des statistiques évoque aussi un mal-être croissant chez les hommes âgés de plus de 85 ans. Terminer les puffs, ces cigarettes électroniques jetables bon marché sont interdites depuis aujourd'hui. L'arrêté est paru ce matin au journal officiel. Avec leurs parfums et leurs emballages attrayants, les puffs sont très populaires chez les jeunes. Elles sont dans le viseur pour leur risque avéré de dépendance à la nicotine. Et puis le foot, place au quart de finale de la Coupe de France à suivre ce soir Angers-Reims et puis Guingamp qui se déplace sur la pelouse de l'AS Cannes. Petit poussé de National 2, coup d'envoi 21h. Allez, les pronostics des courses de Jean-Paul Delperrier pour cet après-midi. Le 3, l'As, le 5, le 2, le 16, le 4, le 12 et le 11. Le 3, l'As, le 5, le 2, le 16, le 4, le 12 et le 11. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises ? Je me posais des questions sur le partage de la valeur pour mes salariés. Elodie, ma conseillère Banque Populaire, m'a proposé une solution d'épargne salariale sur mesure, rapide à mettre en place et que je peux piloter en ligne. C'était simple et surtout, ça a fait des heureux. Accompagner nos clients sur tous les territoires avec des solutions adaptées à leurs besoins, c'est ça, être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous. Étude Kantar PME PMI 2023, 14 banques populaires, première banque des PME. En direct du Salon international de l'agriculture depuis le stand de la coopération agricole, Agriculture et territoire. Patrick Roger. Avec Olivia Destroyers à mes côtés, spécialiste des questions agricoles et agroalimentaires au Figaro Économie, pour se poser toutes les questions qui sont essentielles et existentielles sur nos campagnes demain, sur le pays, sur la souveraineté alimentaire. La souveraineté, c'est un mot qui est apparu notamment avec la crise du Covid, et aujourd'hui plus que jamais il est à l'ordre du jour. On va en parler dans un instant. Nous l'avons déjà évoqué avec Marc Ferracci, le ministre en charge de l'industrie qui était avec nous tout à l'heure, qui nous a annoncé un grand plan de soutien pour la filière, 500 millions d'euros, et il a dit en même temps qu'on va simplifier les choses. Tiens donc, on va simplifier les choses pour pouvoir construire des usines et installer certaines fermes. C'est très bien, c'est ce que l'on attend, ce que nous dira tout à l'heure Gilles Noël, le vice-président des maires ruraux. Il y a aussi avec nous Françoise Gatel, la ministre en charge de la ruralité, Olivia, qui est avec nous pour répondre à toutes nos questions. Tout à fait, Madame la Ministre. Et justement, on parlait au-delà de la souveraineté alimentaire, de l'impact sur l'environnement de notre agro-industrie. On parle beaucoup aujourd'hui d'agrivoltaïsme, de méthanisation, de toutes ces solutions qui permettent de réduire l'impact environnemental. C'est un pari gagné ou non ? Je pense que les agriculteurs se sont engagés eux-mêmes dans cette démarche, et je prends l'exemple de la méthanisation qui aujourd'hui permet aussi à certains agriculteurs d'avoir un revenu complémentaire qui est utile. Je pense que voilà, on est dans une évolution, on découvre au fur et à mesure et en avant. Moi, je pense qu'il n'y a pas une solution et un modèle. Donc ça se fait territoire par territoire. Voilà, c'est territoire par territoire, parce que la Beauce n'a pas les mêmes questions qu'un territoire viticulteur ou que mon territoire de Bretagne.
En tout cas, moi je vois que les agriculteurs aujourd'hui, ils sont un peu soulagés après le vote de la loi d'orientation agricole. Ils attendent beaucoup de la simplification. Ils attendent beaucoup du fait qu'on arrête de surtransposer des normes européennes, c'est-à-dire qu'on leur permette de se battre à armes égales avec des producteurs européens ou étrangers, tout en respectant naturellement l'environnement. Il faut trouver cet équilibre et arrêter de se faire peur les uns les autres ou de se lancer des anathèmes à la figure. D'accord. Vous êtes originaire de la Bretagne, une région très agricole et qui a été très en pointe sur la réutilisation des eaux usées, notamment dans les usines. On nous promettait des économies de 15 à 80% d'eau potable. Est-ce qu'on y est aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui, on doit d'abord permettre la réutilisation des eaux usées. Et notre pays est très en retard dans la réglementation par rapport à d'autres pays comme l'Espagne. On l'a quand même autorisé il y a très peu de temps. Voilà, donc il faut qu'on accélère, il faut qu'on vérifie. Et je pense que toute contribution à l'économie de la ressource en eau est bienvenue. Il y a là sans doute un vivier dont on mesurera l'importance, mais il est nécessaire et il est très intéressant. Merci beaucoup Françoise Gatel d'être venue répondre à nos questions. Je sais que, comme beaucoup de ministres, parce qu'il y a énormément de ministres qui défilent, je les ai vus passer, Laurent Saint-Martin, Aurore Berger, Marc Ferracci, ils défilent sur le salon à chaque fois. C'est très bien d'aller comme ça de stand en stand. Oui, mais on fait plus que défiler, parce qu'au travail, on rencontre des gens et c'est très important de montrer. Est-ce que vous dégustez la vie, elle est là. Oui, j'ai discuté du jambon, j'ai du fromage et ce midi des huîtres. Merci beaucoup. Très bien. Écoutez, je vais vous accompagner, je vais vous rejoindre avec Olivier. On va vous rejoindre tout à l'heure. Merci d'être venu. Tout à l'heure, dans une dizaine de minutes, on abordera aussi les services sur les territoires. Comment sauver en fait nos territoires. Gilles Noël, vous êtes avec nous depuis un petit bout de temps, depuis le début de cette émission. Vous avez entendu les ministres, vous avez entendu Dominique Chargé parler justement de ce besoin de mailler de nouveau les territoires avec de l'agro-industrie, etc. Est-ce que ce discours, vous êtes vice-président des maires ruraux, maire aussi d'une commune moyenne, 1200 habitants dans la Nièvre, c'est ça? Est-ce que ça vous parle en fait, ça? Bien sûr que ça me parle. Puis, pour commencer, je vais vous dire un gros mot. Oui, allez-y. Village. Oui. C'est un mot qui n'a pas été employé ce matin, ni par les uns, ni par les autres. Non, c'est vrai, vous avez quand raison. vous parlez d'agriculture, nous, on fait le lien avec le village. Quand vous parlez d'agroalimentaire, nous, on fait le lien avec le village. Avec les pays, parfois. On parle de pays localement. Bien sûr, ça c'est on va dire des ensembles territoriaux qui sont infradépartementaux et qui avancent. Mais honnêtement, c'est le mot village qu'il faut avoir en langage transversal par rapport à ça. Les métiers, la souveraineté, l'alimentation. Mais nous, on a besoin, bien sûr, de tout ça dans nos villages. Mais on a besoin aussi... C'est la vie économique qui anime la vie des villages aujourd'hui. Entre autres, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Parce que l'État nous a habitués à nous passer d'un ensemble de services. L'État nous a habitués aussi à se débrouiller pour ces industries, là, Dominique Chargé pourra le dire mieux que moi, qui sont obligés de recruter à des dizaines de kilomètres alentours, puisqu'on a vidé les campagnes. Donc du coup, pour trouver des agents, des techniciens et autres, on va les chercher de plus en plus loin. Est-ce qu'on va les chercher loin ou est-ce qu'on essaye de les faire venir? Vous êtes maire d'une commune dans laquelle les gens reviennent, vous nous disiez tout à l'heure en antenne. Comment vous avez fait pour les faire revenir? D'abord, on les a fait revenir modestement et c'est eux qui ont fait le choix. Oui, mais c'est la première fois que vous avez inversé la... Tout à fait. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Pour être honnête, c'est la 8e fois depuis 1896. Ce qui peut en faire sourire quelques-uns, mais ça relève de l'exploit puisque c'est la 2e fois que 2 années consécutives, on a des personnes en plus, des habitants en plus. Comment on a fait? On a profité d'abord de la Covid, où les gens se sont aperçus que chez nous, il faisait bon vivre, où on est en train d'essayer de défendre cette idée que c'est dans le milieu rural que cette méthanisation, que cet éolien, que cette agri-photovoltaïque se développera. C'est pas un Matignon. Alors, ça, il y a polémique bien souvent sur le terrain. Tout le monde n'est pas d'accord pour voir notamment de l'éolien, vous l'avez évoqué, ou même de la méthanisation. On se dit, oh là là, on va construire ça près de chez moi, il va y avoir des gros tracteurs qui vont défiler, il va y avoir des odeurs. Non mais c'est vrai, mais nos territoires sont divers et effectivement il faut savoir raison garder. Ça c'est clair.
Mais il y a matière, on le voit d'ailleurs, ça se développe. Vous voyez bien les pourcentages de production énergétique durable qui sont faits. Donc tout ça, ça progresse. Mais nous, on a besoin aussi que l'État nous accompagne sur ces questions de mobilité, d'infrastructure. Parce qu'il nous a laissé comme on était il y a 20 ans. Donc quand vous allez chercher des gens plus loin, comment ils font pour venir dans les usines? Comment ils font venir pour travailler? Ils viennent avec leur voiture. Et comme entre-temps, on a un discours qui est loyal, royal et autres, sur ces questions d'éviter de consommer, d'éviter de polluer et autres, nous, on est condamnés à utiliser nos voitures. Parce que nous, on n'a pas de train. Nous, on a de moins en moins d'ailleurs de classes scolaires. Vous savez, en ce moment, c'est les cartes scolaires qui sont distribuées. Quand vous ouvrez le journal le matin, quand vous êtes maire, soit vous essuyez le front en disant « c'est pas pour moi cette année », soit au contraire vous pleurez et vous alertez tout le monde autour. Donc nous, on a besoin d'une dynamique. Donc on a besoin aussi que l'action publique locale soit une réalité, la vie dans nos villages. On a besoin aussi d'accompagnement par l'État. On a besoin d'investissements privés et d'investisseurs privés. Et l'agroalimentaire, c'est un élément. Alors, on en a beaucoup parlé. Vous parliez de la Covid tout à l'heure. On a beaucoup parlé des nouveaux modes de consommation et des circuits courts. Est-ce qu'aujourd'hui, ça change la façon dont on produit dans les territoires? Est-ce qu'il faut moins d'usines et plus de circuits courts aussi en parallèle? Il faut les deux. Il ne faut pas les opposer d'abord. Il faut les deux. Parce qu'on a vu... Et ça, cette tendance-là, elle a duré en tout cas sur le circuit court. Oui, elle dure. Mais c'est aussi cette notion de valeur ajoutée pour le territoire qui est importante. Donc quand on arrive à une diversification agricole qui permet en circuit court d'écouler ces produits en faisant les marges, en les confiant pas à la grande distribution, ces marges. Donc en direct producteur. Mais bien sûr, direct producteur. Simplement, qu'est-ce qu'il nous faut derrière? Il nous faut du pouvoir d'achat. Et pour le pouvoir d'achat, il nous faut de l'emploi. Et s'il nous faut de l'emploi, il faut de l'investissement. Et au-delà de l'investissement, il faut que l'État revienne dans nos territoires, parce que honnêtement, il nous a juste un peu abandonné ces 40 dernières années au profit de ces métropoles, où là, il fait bon vivre, il y a du travail, l'accès à la santé, l'accès aux soins, c'est là-bas, le logement, le transport, sauf qu'on voit bien la saturation qu'il peut y avoir dans ces territoires urbains. Oui, et ben écoutez, c'est une très bonne transition, Gilles Noël, vice-président des maires ruraux, avec notre débat dans un instant, puisque nous allons aller autour du maintien des activités justement dans les campagnes, dans les territoires, dans les villages, comme vous avez dit, dans les pays, dans les bassins de vie, dans les regroupements de communes, dans les bourgs évidemment. C'est ce que nous allons voir avec Amir Reza Tofighi, qui est le nouveau président de la CPME, Gisèle Rossamigno, qui est directrice du réseau Banque des Territoires chez Groupe de la Caisse des Dépôts, pour accompagner beaucoup de projets bien sûr, et puis Victor Delage, qui est fondateur de Teram, un think tank spécialisé dans les territoires, ce que nous voyons dans un instant après une page de réclame, comme l'on dit, de pub très courte, bien sûr, et on revient ici avec Olivia Détroya ce matin à mes côtés sur Sud Radio du Figaro. À tout de suite. Agriculture et territoire. Patrick Roger. En direct du Salon international de l'agriculture depuis le stand de la coopération agricole. En direct du Salon international de l'agriculture depuis le stand de la coopération agricole. Agriculture et territoire. Patrick Roger. Agriculture et territoire, avec à mes côtés aussi ce matin jusqu'à midi Olivia Détroya, spécialiste des questions agricoles et agroalimentaires au Figaro Économie. Alors, si vous n'étiez pas là, nous avons eu deux ministres qui sont passés, parce qu'il y en a énormément aujourd'hui au Salon de l'agriculture. Évidemment, le Salon de l'agriculture, pour beaucoup de politiques, c'est l'occasion d'aller parler très concrètement aussi de la situation dans les territoires du pays, de le ressentir, de le vivre en quelque sorte. On se souvient d'Emmanuel Macron, il avait bien vécu, effectivement, ça avait secoué même un petit peu l'année dernière. Bon, on va pas revenir sur cet épisode, évidemment, mais c'est toujours ça. Donc, Marc Ferracci qui nous a dit, en fait, tout à l'heure, le ministre de l'Industrie, qu'il allait lancer un fonds de soutien à l'agro-industrie de 500 millions d'euros et avec beaucoup d'effets de levier, en fait, derrière. Donc, c'est ce qu'on va voir, évidemment, dans cette deuxième table ronde, ce deuxième débat avec nos invités, Olivia. Amir Reza Tofighi, qui est le nouveau président de la CPME. Ce sont l'ensemble des petites et moyennes entreprises qui irriguent tout le territoire. 230 000 entreprises, vous allez me corriger si je me trompe en fait tout à l'heure. Gisèle Rossamigno, directrice du réseau Banque des Territoires chez le groupe la Caisse des Dépôts, évidemment, où vous soutenez bien sûr beaucoup de projets pour maintenir cette activité, puisque c'est un peu SOS sauvons nos territoires. Et puis Victor Delage, qui est fondateur de Teram. C'est un think tank qui est spécialisé dans les
les territoires qui intervient assez régulièrement d'ailleurs sur Sud Radio. Alors Olivia, entrons un petit peu dans le cœur du sujet, sauvons nos territoires. Des invités au cœur des territoires et des campagnes qui sont en difficulté depuis plusieurs années, on en entend souvent parler, vous le vivez même, probablement vous qui nous écoutez, des commerces locaux qui ferment, des industries ou des services qui se font plus rares et qui entraînent des pertes d'emplois. Alors le constat peut être sévère, mais il n'est pas inéluctable. C'est ce qu'on va voir ce matin en essayant d'explorer les pistes qui permettent de redonner des perspectives et surtout un horizon à nos territoires. Alors on va commencer par vous, Amir. On va prendre un exemple qui m'a marqué cette semaine sur le Cantal qui a réussi à renverser son déclin démographique, à installer des commerces, à faire revenir des populations. Comment on impulse ce changement et ce retournement de situation pour les entreprises et les populations? Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. C'est bon, on m'entend? Oui, on vous entend bien. Oui. Alors, le Cantal, c'est un bon exemple. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les territoires, les TPE et les PME, elles résistent forcément mieux parce que c'est souvent des entreprises patrimoniales. Et donc, elles passent plus facilement les crises. Et donc, c'est ce qui permet aussi à ces entreprises de tenir sur les territoires. On a aujourd'hui la problématique qu'on rencontre dans ces territoires-là, c'est qu'il y a un cercle vicieux qui est que forcément, comme il y a moins de services publics, il y a moins de personnes qui viennent vivre dans les territoires et donc il y a plus de problématiques de recrutement. Et donc une entreprise, elle a des difficultés à recruter parce que forcément il y a moins de médecins, il y a moins d'écoles et donc il y a moins de salariés qui veulent venir vivre dans ces territoires. C'est ça la principale difficulté aujourd'hui. La problématique du recrutement est une des principales difficultés partout en France, mais dans les territoires ruraux, elle est encore plus exacerbée parce que forcément c'est très compliqué de faire venir une personne dans un territoire rural s'il n'y a pas d'école ou s'il n'y a pas même d'infrastructure pour développer l'entreprise. Et donc le véritable défi, c'est d'avoir une politique cohérente, globale. Ça veut dire comment on arrive en même temps à installer des services publics, comment on arrive à favoriser les entreprises pour qu'elles puissent se développer sur les territoires. Et donc il faut une vraie volonté politique, un vrai investissement pour permettre à ces entreprises de se développer sur les territoires. Oui, des PME qui aiment autrement ces territoires, évidemment autrement. Peut-être davantage que les villes ou pas, non? Vous êtes plus urbain, on va se dire les choses, quoi, bien sûr. Est-ce que les PME retournent aujourd'hui vers ces territoires? Elles le maillent, comme le disait très bien tout à l'heure Olivia. Aujourd'hui, les TPE et les PME, elles sont déjà partout sur les territoires. Ouais. Mais il y a eu aussi des impacts négatifs parfois. Quand on prend par exemple la désindustrialisation, aujourd'hui, on dit souvent un emploi dans l'industrie, c'est 3 emplois créés à côté. Et donc, toute la désindustrialisation de la France a aussi détruit tout un tissu économique de TPE et de PME sur les territoires. Ouais. Gisèle Rosamignol, justement, c'est votre, j'allais dire, votre mantra d'aider un petit peu les territoires à garder leurs emplois et leurs activités. Comment vous faites dans l'exemple, par exemple, l'exemple du Cantal que l'on évoquait en fait tout à l'heure, quoi. Bonjour à tous. Alors effectivement, la Banque des territoires, elle a été créée pour lutter contre la fracture territoriale, pour assurer la cohésion sociale et territoriale. Dans ces territoires, c'est juste un tiers des Français qui habitent dans 90% des communes. Donc comment on résout ce déséquilibre? Alors, du coup, comment est-ce qu'on résout ce déséquilibre? D'abord, on est très présent dans les territoires. On est très présent dans les territoires et nous, on adresse tous les projets portés par les collectivités locales, les maires, les intercommunalités ou même des entreprises d'ailleurs, puisqu'on contribue au développement des entreprises, quel que soit le territoire et quel que soit le projet. Et donc je peux vous donner des exemples parce que les exemples c'est très parlant. Alors dans le Cantal, pour parler du Cantal, puisqu'on est sur ce territoire-là, il y a quelques années, on finançait 2 projets dans le Cantal. En 2024, on en a financé plus de 14. Et on a financé, je vous donne un exemple très parlant, on a financé le campus universitaire d'Aurillac, on a financé le restaurant universitaire. Et donc, ça montre bien que dans ces territoires-là, il y a des projets qui sont portés par les élus locaux ou qui sont portés par les entreprises. Mais j'imagine qu'il faut, dans ces cas-là, réfléchir territoire par territoire, parce que les problématiques et les difficultés ne sont pas les mêmes dans le Cantal que dans les Hauts-de-France. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il faut réfléchir territoire, il faut faire du cousu humain. En fait, la réussite, c'est d'écouter les élus, d'écouter les acteurs économiques, d'écouter le monde associatif et de faire émerger un projet et ensuite, évidemment, de le financer. Et décourager les rêveurs ? Il faut un peu de rêve dans la vie parce que si on n'a pas de rêve et d'optimisme, on est perdu. Mais néanmoins, il faut du pragmatisme et de la réalité. Donc nous, on est enthousiaste qu'on en a des rêveurs, mais on fait atterrir les projets grâce à l'ingénierie qu'on apporte, par exemple, où on transforme une idée politique
en un projet opérationnel. Oui, ça c'est particulièrement important. On va tout commenter avec vous, Victor Delage, tout à l'heure, hein, comme on l'a fait dans la table ronde précédente. Mais juste, vous avez dit, bon, il faut qu'il y ait des services publics. Hein, Amir, Reza Tofighi, je rappelle que vous êtes le nouveau patron des CPME. Il y a aussi l'accès à Internet, aux technologies modernes, parce que c'est la clé, évidemment. Pour faire du business et de l'économie partout, Amir, il faut cette infrastructure, quoi. Alors déjà, beaucoup a été fait avec tout le plan de déploiement de la fibre optique. Il faut aussi se rendre compte de la chance qu'on a en France d'avoir un réseau de fibre qui a été fortement développé partout sur les territoires. Après, il y a encore des zones blanches. Et ce qui est sûr, c'est qu'une entreprise ne peut pas se développer dans des zones où on n'a pas encore une couverture numérique qui soit adaptée. Et après, il y a aussi l'accompagnement de ces entreprises, parce qu'on a encore une partie des TPE qui ne sont pas assez bien connectés. C'est-à-dire, je ne parle pas d'une connexion donc physique, on ne peut pas faire du business partout aujourd'hui. Non, là, ce que je voulais dire, c'est qu'on a même la sensibilisation des dirigeants à faire. C'est-à-dire, en gros, on a aussi un rôle de sensibiliser les dirigeants à l'appropriation des outils techniques. Oui, ça c'est vrai, ça fera partie de vos priorités. Bien sûr. Oui. Bien sûr. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle, évidemment, pour accélérer. Et là, il y a un match qui est en train de se jouer aujourd'hui, sous nos yeux, planétaire, hein, bien sûr. Exactement. Et c'est également le rôle de la CPME, c'est de sensibiliser, d'accompagner les dirigeants sur l'appropriation de ces outils, notamment de l'intelligence artificielle. Gisèle, vous parliez tout à l'heure de fracture territoriale. Est-ce qu'il y a encore une fracture numérique aujourd'hui dans les territoires et comment on essaye de la résoudre? Alors, je dirais qu'il y a 10 ans, la principale fracture territoriale était la fracture numérique. En 10 ans, comme ça vient d'être dit, on a fait un bond énorme. Il y a 10 ans, on était à la 26e place au plan européen en matière de raccordement à la fibre. Et aujourd'hui, on est les premiers au plan européen. Et pourquoi on a réussi à faire ça? Eh bien, parce qu'on a fait un plan d'investissement massif de raccordement à la fibre. Et aujourd'hui, on a 38 millions, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 38 millions de lignes FTTH qui existent en France. FTTH, on précise. C'est le raccordement à la fibre. Voilà. Donc, évidemment, pour ceux qui n'en ont pas encore, il faut qu'on poursuive et évidemment les derniers kilomètres, si je puis dire, est toujours le plus dur, mais néanmoins on a fait un bond substantiel et ça c'est vraiment grâce au travail mené depuis 10 ans sur tout le territoire national. Victor Delage, vous qui réfléchissez à ce qui attire nos citoyens sur les territoires, est-ce que on a beaucoup parlé du télétravail, de l'économie numérique, est-ce que ça change la donne pour les territoires ruraux et de façon durable? Alors je pense que quand on réfléchit au télétravail, il y a deux choses à avoir bien en tête. La première, c'est effectivement comment on fait venir ce qu'on appelle les néo-ruraux. Alors on pourra en reparler tout à l'heure. Hein. Mais comment on les fait venir sur ces territoires parce que effectivement, quand vous vivez dans un pôle urbain, aller à la campagne, c'est souvent quelque chose qui peut être idéalisé. Donc on peut être tenté de le faire. Mais une fois qu'on est sur place, une fois qu'on a franchi le pas, toute la question c'est comment on reste sur ces territoires. Et oui, que ce soit pas un feu de paille. Exactement. Et on a vu, on a beaucoup parlé de tous les urbains qui ont quitté les centres-villes pendant le Covid ou juste après la Covid-19. Mais on est en train de voir aussi qu'il y a un effet boomerang avec beaucoup de ces gens-là qui sont en train de retourner soit dans leur territoire d'origine, soit dans des territoires similaires. Donc c'est vrai que le télétravail... Pourquoi ils repartent? Parce qu'ils n'ont pas les services, comme le disait Amir tout à l'heure. Services, style de vie qui est très différent. Il faut s'adapter parfois. Et puis la question du télétravail, c'est très bien parce que ça vous permet de travailler à distance. Mais néanmoins, quand on parle d'isolement dans la ruralité, c'est typiquement quelque chose qui y participe et assez largement. Ce qui est aussi intéressant par contre dans le télétravail, peut-être plus intéressant encore, c'est pour les ruraux qui ont du mal à s'intégrer sur le marché du travail depuis des années, pour des raisons de mobilité, pour des raisons sociales, etc. Et quand vous avez la possibilité 1 ou 2 jours par semaine de travailler de chez vous, c'est quelque chose qui peut être très utile, d'autant plus pour les familles. Je rappelle qu'un collégien, en moyenne, il fait 15 km par jour pour aller dans son collège. Un lycéen, c'est 23 km. Donc quand vous êtes parent, c'est vrai que si vous pouvez réduire les kilomètres, c'est quelque chose d'assez essentiel. Pour évidemment maintenir des activités ou relocaliser ou attirer effectivement des entreprises, c'est particulièrement important parce qu'aujourd'hui, il y a une trentaine d'années, on pouvait se dire oui, ça passe, mais aujourd'hui, on veut les services en fait à proximité immédiate, quoi. Sinon, on quitte les territoires. Allez, on poursuit dans un instant, sauvons nos territoires avec nos invités ici en direct du Salon de l'Agriculture.
Agriculture et territoire. Patrick Roger. En direct du Salon international de l'agriculture, depuis le stand de la coopération agricole. En direct du Salon international de l'agriculture, depuis le stand de la coopération agricole, Agriculture et territoire. Patrick Roger. Oui, jusqu'à midi, en direct du stand de la coopération agricole avec Olivia Détroya, spécialiste des questions agricoles et agroalimentaires au Figaro Économie, avec nos trois invités qui sont avec nous. Amir Reza Tofighi, qui est nouveau président de la CPME. J'insiste évidemment parce que c'est vrai que il est là depuis maintenant un mois à peu près. Gisèle Rossaminho, directrice réseau Banque des Territoires dans le groupe de la Caisse des dépôts, qui intervient pour accompagner tous les projets en fait sur les territoires, et on va en parler dans un instant. Et puis Victor Delage, qui est fondateur de Terram, c'est un think tank qui est spécialisé dans les territoires. Olivia. Alors le rôle des collectivités locales est majeur, on le voit dans ce sujet de revitalisation des territoires, mais en période de crise financière et de disette financière de l'État, est-ce que, Amir, c'est pas les entreprises qui doivent aujourd'hui prendre les devants pour revitaliser les territoires? Alors, nous prenons déjà les devants dans les faits, les entreprises. Rappelons qu'il y a plus d'1 million de TPE dans les territoires aujourd'hui, de toutes petites entreprises en ruralité. En fait, qu'est-ce qu'une TPE sur un territoire? C'est déjà une activité supplémentaire et qui permet justement de redynamiser un territoire. La question, c'est d'avoir une cohérence globale de l'action publique. Par exemple, quand on voit qu'on baisse les dotations pour les collectivités territoriales, mais qu'on augmente leur capacité à faire du versement mobilité, donc un impôt supplémentaire sur les entreprises qui va augmenter du coup sur toutes les régions, on voit qu'il y a un manque de cohérence fiscale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit il faut que les collectivités territoriales finalement économisent de l'argent, mais derrière on leur permet d'aller récupérer l'argent sur les entreprises. Et donc nos entreprises en fait sur les territoires, elles développent de l'activité. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas une cohérence politique, s'il n'y a pas une cohérence économique, elles ne peuvent pas en fait. Alors vous parlez de cohérence politique. Ont été mis en place il y a quelques années des zones de revitalisation des territoires qui étaient censées aider les entreprises à venir. Est-ce que ça a marché, ça? Oui, alors il y a eu en effet... alors ça a changé depuis un an d'ailleurs. Oui, ça a changé de nom. Ça a changé depuis un an. Pas que de nom, mais aussi de règles. Ça concerne 17 000 communes à peu près. Ça a surtout permis de garder l'économie sur les territoires, pas forcément d'amener de préserver l'existant. Voilà, mais ce qui est déjà beaucoup, parce que ça veut dire qu'on aurait peut-être perdu cette économie sur les territoires si on n'avait pas eu ces aides-là. Donc oui, en fait, toutes les incitations fiscales, sociales permettent d'aider une entreprise à aller justement dans ces territoires-là. Maintenant, la question, c'est comment on va encore plus loin. Et on voit par exemple qu'on a les sujets d'infrastructure. Et on peut voir actuellement dans les débats, notamment sur la 69, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on puisse avoir pour les entreprises de l'accès facile. La question de la mobilité. L'accès de la mobilité, l'accès de l'infrastructure, l'accès de permettre à ces entreprises-là de ne pas être trop loin de leurs salariés et trop loin de leurs clients finaux. Oui, et Marc Ferracci parlait tout à l'heure aussi de la volonté, toujours de simplification administrative et face aux normes. C'est ce que vous demandez, vous réclamez également, vous? Bien sûr. Prenons par exemple aujourd'hui Notre-Dame, prenons les JO, prenons Mayotte. À chaque fois, on fait des lois d'exception pour réussir à aller vite. Ça marche très bien. Il n'y a aucun drame social, il n'y a aucune atteinte à l'environnement. C'est juste que on corrige des règles qui n'ont plus aucun sens et ça va très vite. Pourquoi on ne ferait pas de ces lois d'exception des lois ordinaires? Pour justement aller beaucoup plus vite et arrêter de... Sans aller jusqu'à la Elon Musk, mais un petit peu en fait dans ce sens quand même, quoi, de simplifier, d'accélérer, quoi. Avec beaucoup de pragmatisme et de réalisme. Oui, oui. Alors, on voit que dans ces sujets de revitalisation des territoires, on est au salon de l'agriculture, on parle beaucoup d'agriculture. Comment on fait, Gisèle Rossaminho, pour pour favoriser la diversification des territoires? Pas faire que du tourisme et de l'agriculture, mais diversifier les secteurs présents dans nos territoires. D'abord, sur un territoire, celui des projets et qui, pour le coup, mettent sur la table le projet et voient en quelle mesure nous, on peut les aider. Et bien sûr, nous, on a deux grands axes, en fait. La certitude que nous avons, c'est que la transition écologique énergétique, elle passera par les territoires avec le monde économique, avec les élus, avec le monde économique. Et puis le deuxième pilier,
on vient d'en parler à l'instant, c'est que la cohésion sociale et territoriale passera aussi avec les élus et avec le monde économique. Et donc tous les projets qui rejoignent ces deux axes-là sont des projets qui font du sens sur les territoires. Quand vous rénovez une école, vous améliorez le service public. Quand vous développez les maisons France Service, vous améliorez le service public. Quand vous développez l'industrie, quand vous installez Miti-Limer à Cancale, parce que nous on a financé le développement et la croissance de Miti-Limer, eh bien oui, vous favorisez le développement économique et la cohésion sociale et territoriale dans ce territoire. Donc c'est à la fois très écosystémique, le maire, les élus, le monde économique, le monde associatif, et c'est ça qui fait un projet de territoire. Dans cet écosystème, il y a aussi les services publics. On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on arrive à faire revenir des services publics dans nos territoires et des médecins aussi, qui est une thématique qui revient souvent sur les... Alors, sur le service public, dont on est à l'œuvre avec les maisons France Service, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé depuis plusieurs années. On en est à plus de 2700 maisons France Service. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que dans les territoires, il y a une vraie difficulté pour les Français quand même à utiliser les services informatiques, à avoir accès finalement à tout ce qui est nécessaire dans la vie du quotidien via le numérique. Et donc ces maisons France Service, elles ont cet objet-là. Et avec la Poste développe aussi et teste aujourd'hui des bureaux de poste mobiles. Oui. Donc il y a de l'innovation pour apporter du service public aujourd'hui dans les territoires, pour le renforcer et pour éviter ce sentiment d'abandon du service public. Avec Amir, peut-être une dernière question à ce niveau-là. Si vous aviez deux choses à demander, en fait, parce que vous adressez souvent au pouvoir public, hein, bien sûr, pour garder des activités dans les territoires, quelles seraient ces deux priorités, en fait, aujourd'hui? L'exemple qui était donné sur le fait de réindustrialiser est un très bon exemple. Aujourd'hui, si on veut aussi reconquérir l'économie dans les territoires, il faut réindustrialiser. Parce qu'on comprend bien que l'industrie, c'est pas à Paris, c'est partout sur les territoires. Et donc, il y a une vraie ambition à avoir sur ce sujet sur lequel la France a complètement décroché. On est un pays qui s'est complètement désindustrialisé. Les chiffres ils sont assez flagrants. On a 10% de notre PIB qui est l'industrie, c'est 16% en Europe, 19% en Allemagne. Donc le premier sujet, c'est qu'il faut avoir une vraie politique de réindustrialisation. Le deuxième sujet, et ça a été très bien dit, c'est d'avoir une cohérence globale de l'action publique, l'action économique, c'est de dire comment on fait pour, en effet, avoir un retour du service public, on parlait tout à l'heure de médecins, d'avoir une cohérence globale, parce qu'une entreprise ne peut pas arriver toute seule sur un territoire, il faut qu'il y ait une vraie cohérence dans l'action publique pour permettre à ces territoires de se redynamiser. Alors Victor, vous montrez dans une de vos études très intéressante que les TPE et les PME aujourd'hui, ça permet de protéger les territoires en période de crise. Comment on explique ce phénomène-là? Quels sont les ressorts qui permettent de stabiliser nos territoires grâce à la vie économique? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. La première chose, c'est que les TPE sont les championnes de création d'emplois. Si vous regardez sur la période 2008-2017, c'est 220 000 emplois qui ont été créés en solde net. C'est plus que les PME, c'est plus que les ETI, c'est plus que les grandes entreprises. Par ailleurs, ce sont des entreprises qui ont l'habitude de travailler avec les écosystèmes locaux, qui participent à cette économie de proximité, ce qui est fondamental pour justement revivifier tous les secteurs qui se trouvent sur ces différentes typologies de territoires. Et puis, dernière chose, ce sont des entreprises qui sont à la fois, qui peuvent s'adapter très vite à la conjoncture et qui sont résilientes. Si vous regardez ce qui s'est passé... Mais qui peuvent être fragiles aussi en même temps, bien sûr. Il y en a beaucoup qui disparaissent, mais beaucoup qui apparaissent en fait. Ouais. Et si vous regardez ce qui s'est passé à la suite de la Covid-19, tout le monde annonçait que ça allait être catastrophique pour les TPE. Et en réalité, elles ont plutôt bien résisté. En fait, leur force, c'est qu'elles sont ubiquitaires, c'est-à-dire qu'elles sont présentes sur l'ensemble des territoires en France et avec proportionnellement une plus forte présence dans les territoires ruraux. Par exemple, si vous regardez dans le Cap Corse, 60% des emplois viennent des TPE. Et l'un des défis aussi, c'est d'attirer, on l'évoquait tout à l'heure pour l'agriculture d'une façon générale, par rapport aux PME, aux TPE dans les territoires, c'est d'attirer les jeunes. Parce que, évidemment, un jeune, ça le fait pas toujours rêver quand on va lui dire, écoute, tu vas travailler dans une petite entreprise. On évoquait dans le Cantal, en fait, tout à l'heure, ou en Bretagne. Il peut rêver, en fait, autre chose. Il a des images Planète
Twitter, ils voient évidemment qu'il y a les réseaux sociaux. Comment faire face à cela? Est-ce que c'est un défi cette formation et l'éducation des enfants pour les garder dans ces entreprises moyennes? Moyenne, c'est pas péjoratif, hein, Amir. Oui, d'ailleurs, il y a un défi plus global sur la transmission des TPE et des PME, puisque dans les 10 années qui viennent, on va avoir beaucoup d'entreprises pour lesquelles le dirigeant a 55 ans, entre 50 et 60 ans en moyenne, donc 55 ans, et il va devoir transmettre. Et donc, il va falloir réussir à donner envie à des jeunes de reprendre ces entreprises et de les accompagner à travers des incitations fiscales ou à travers d'autres aides. Et donc là, c'est un vrai enjeu, d'encourager à l'entrepreneuriat et d'encourager à la reprise de leur entreprise. Et donc il y a un vrai défi à avoir collectivement, parce qu'on va avoir beaucoup de dirigeants qui vont partir à la retraite dans les années qui viennent. Et on a un peu cette idée que pour les jeunes comme pour les entreprises, quand on est en milieu rural, on est un peu loin des opportunités. Est-ce que cette mentalité-là change un peu, et comment on peut encourager justement les jeunes et les entreprises à rester en milieu rural, changer cette mentalité? Aujourd'hui, à travers l'innovation, il y a beaucoup qui peut être fait, et les TPE et les PME sur les territoires ont énormément encore d'activités à développer. Donc moi je pense qu'il ne faut pas opposer le rural, l'urbain. Il y a l'activité pour tout le monde. Il faut juste redonner envie d'être entrepreneur et redonner envie à tous ces jeunes aujourd'hui de reprendre ces entreprises qui sont sur les territoires et qui pour beaucoup marchent bien et qui ont juste besoin d'avoir un repreneur derrière une fois que le dirigeant partira à la retraite. Merci beaucoup. Allez, nous poursuivons ici en direct du Salon de l'Agriculture sur ce SOS Sauvons nos territoires. On voit qu'il y a quand même des pointes d'espoir énormément pour maintenir ces activités, mais qu'il y a des défis qui se présentent à nous. C'est ce que nous allons voir encore jusqu'à midi sur Sud Radio. Agriculture et territoire. Patrick Roger, en direct du Salon international de l'agriculture depuis le stand de la coopération agricole. En direct du Salon international de l'agriculture depuis le stand de la coopération agricole. Agriculture et territoire. Patrick Roger. Avec Olivia Detroya, spécialiste des questions agricoles et agroalimentaires aussi au Figaro Économie. Encore quelques minutes ici en direct du stand de la coopération agricole au Salon de l'Agriculture pour aborder ce qui est assez essentiel, c'est-à-dire les services, les activités dans l'ensemble des territoires pour maintenir justement aussi une population qui parfois revient. On l'a vu tout à l'heure avec le vice-président des maires ruraux qui nous disait que depuis quelques années, c'est une petite commune de 1200 habitants, il revoyait des nouveaux habitants, des néo-ruraux qui venaient s'installer. Alors souvent les néo-ruraux, ils sont très contents d'aller à la campagne et puis au bout d'un certain temps, ils se disent ah bah oui mais il n'y a pas tous les services en fait à proximité et ils repartent. C'est ce que nous disait Victor Delage, fondateur de Terram, un think tank spécialisé dans les territoires qui est avec nous pour nous accompagner, et Gisèle Rossamigno, directrice du réseau de la Banque des Territoires à la Caisse des dépôts. Olivia, donc sur toutes ces Alors on activités. va évoquer effectivement des initiatives intéressantes, peut-être à l'heure où il manque un peu d'argent pour financer le retour des services. On voit des initiatives intéressantes notamment chez les agriculteurs qui sont les piliers des territoires et qui font des services d'hôtellerie, des points relais, ce qui leur donne des revenus complémentaires. Est-ce que, Gisèle Rossamigno, c'est une piste à explorer plus loin, et surtout est-ce que c'est vraiment leur mission de faire ça? Moi, je ne sais pas si c'est leur mission. En tout cas, lorsque les agriculteurs s'organisent ou créent des structures pour diversifier leur activité, nous, on regarde évidemment avec beaucoup d'attention sur le métier qui est le nôtre, qui est le métier d'investisseur. C'est-à-dire qu'on peut, dans une société de projet, contribuer à apporter de l'argent et donc aider et les accompagner dans un projet de diversification, que ce soit, j'ai en tête des projets de no-tourisme, des projets de circuits courts, de transformation évidemment de produits végétaux ou de produits animaux. Donc évidemment, cela on le regarde et ça contribue aussi à une dynamique territoriale supplémentaire qui est nécessaire à ces territoires. Est-ce qu'il y a un phénomène plus qu'un autre, une tendance, une mode justement dans les demandes qui arrivent? Vous avez parlé des circuits courts, mais d'une façon générale, chez vous, pour les projets? Non, nous on regarde avec beaucoup de pragmatisme tous les projets. En fait, évidemment, notre sujet, c'est qu'il faut que ça soit des projets qui soient économiquement solides. Oui. Pourquoi? Parce que si on emmène évidemment un projet, une volonté, vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut pas que ça soit utopique. Oui. Il faut que ça soit résilient, que ça soit résistant aux aléas aussi aujourd'hui. Mais j'ai en tête, vous voyez,
un développement de supérettes avec une société dans laquelle on est investisseur, eh bien il y a 100 supérettes qui se sont développées dans tout le sud-ouest avec 700 produits à disposition à des prix que l'on retrouve dans les grands magasins. Donc ça, c'est des initiatives qui sont des initiatives aussi qui permettent de revitaliser les territoires. C'est essentiel, le commerce. Alors, Victor Delage, on en a parlé pas mal des néo-ruraux, de ces gens qui reviennent à la campagne. On voit que ça peut créer des tensions avec la population. Quels sont les ressorts d'une greffe qui prend entre ceux qui reviennent à la campagne et ceux qui y sont restés, socialement parlant? Non, tout l'enjeu, effectivement, c'est qu'il n'y ait pas d'entre-soi, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Mais on voit quand il y a des gens qui reviennent à la campagne, on parle du chant du coq ou de l'église qui sonne à côté, qui empêche de dormir. Voilà, ça crée des tensions. Comment on va contre ça? Non, il faut créer du lien, vous avez parfaitement raison. Et là où les néo-ruraux peuvent parfois un petit peu, et de manière caricaturale, être moqués, en réalité, de par leur expérience qu'ils ont pu acquérir en poursuivant leurs études post-bac dans des métropoles, les premiers jobs qu'ils ont pu avoir, ils peuvent vraiment apporter à ces micro-sociétés dans un village, en créant effectivement un commerce de proximité, en rachetant un PMU, en s'impliquant dans de l'artisanat aussi de proximité. Donc non, il ne faut pas les opposer. Toute la difficulté, effectivement, c'est comment on fait pour créer ce lien-là, sachant qu'effectivement, généralement, ceux qui restent dans ces territoires, ils ont le sentiment d'être un petit peu relégués, parce que depuis tout à l'heure, on parle de tous les services qui sont mis à disposition et qui existent, et ça, on peut que s'en féliciter, mais entre ce qui existe et le ressenti personnel de ces gens-là qui ont souvent... Se sentent oubliés ? Voilà, ce qui revient souvent, c'est on paie les mêmes impôts que tout le monde, mais on est relégué en seconde division, on n'a pas du tout accès à la même chose. On a publié une étude à l'Institut Teram sur les enjeux de mobilité au sein de la jeunesse rurale. Et ils sont très nombreux. Il faut des voitures, exactement. Bien sûr, toujours le prix de l'essence quand il avait flambé, évidemment. Un jeune rural, il dépense 528 euros par mois en moyenne pour se déplacer. 528 euros par mois en moyenne. C'est plus de 5 SMIC par an. Si on compare à un homologue urbain du même âge, c'est 300 euros. Donc c'est plus de 220 euros. Donc voilà, l'idée c'est réfléchir collectivement à comment on fait société et comment on arrive à raccorder ces deux mondes qui parfois se tournent le dos. Et tout simplement parce qu'ils ne se connaissent pas assez. Gisèle Rosamignot, ce sujet de la mobilité, il est crucial dans les territoires. Est-ce que vous travaillez à des projets, à financer des projets pour sortir un peu du tout voiture qui peut coûter cher pour des gens qui voudraient revenir dans la ruralité? Alors effectivement, la mobilité, d'abord, il faut s'en occuper parce que ça a un impact sur le changement climatique et sur le climat qui est quand même majeur. Donc évidemment, c'est un élément d'attention et de travail constant. Par contre, à une problématique, on n'aura pas une solution. Donc effectivement, on revient à ce qu'on dit, territoire par territoire. Territoire par territoire. Et puis regardez, évidemment, la mobilité dite collective. Comment est-ce qu'on favorise du transport public? Comment est-ce qu'on développe la ramification de transport public? Comment on renforce aussi le transport ferroviaire? Il y a ce sujet évidemment crucial. Et puis après, il y a un maillage plus fin. Et le maillage plus fin, c'est par exemple aussi le partage, le covoiturage, c'est du transport collectif beaucoup plus maillé. Et puis in fine, si parce qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est la voiture, eh bien comment on développe les bornes électriques? Comment on développe l'accès à la voiture électrique qui est encore... des projets en fait? Oui, bien sûr. On soutient des projets de financement de bornes électriques pour effectivement faire évoluer la flotte électrique, la flotte de voitures, même si pour un jeune c'est encore onéreux la voiture électrique. Donc ce sujet-là, c'est un sujet complexe où il faut prendre toutes les pistes possibles et sur un territoire voir laquelle est la plus adaptée ou lesquelles sont les plus adaptées. Oui, Gisèle Rosamignot, la Banque des Territoires. Là, il y a des auditeurs qui nous écoutent et ils se disent « Ah bah tiens, moi, ça m'intéresse, pourquoi pas de prendre des activités, d'essayer de les remonter. » Comment faut-il s'y prendre par rapport à la Banque des Territoires? Il faut déposer un dossier Alors, d'abord, en deux mots, de façon très pratique. Très pratique. D'abord, la Banque des Territoires, elle est sur tous les territoires. Donc, voilà, donc c'est déjà ça. Il y a déjà 36 implantations sur tout le territoire, que ce soit en métropole ou en outre-mer. Deuxième chose, nous, on porte des projets qui sont amenés soit par des entreprises et on finance, par exemple, les murs,
de l'entreprise, soit par les élus. Donc il faut aller s'adresser à son élu, à son maire, et voir comment ce projet-là peut faire sens sur le territoire. Et ensuite, évidemment, des collègues dans les territoires regardent. Et là, vous allez intervenir ensuite pour aider de façon logistique et puis sur le financement. Alors, on est un peu plus qu'une banque. Oui. D'abord, on apporte ce qu'on appelle, nous, en haut, c'est de l'ingénierie. Ça veut dire quoi? C'est d'aider à transformer l'idée en un projet. Ah oui. Donc ça, c'est la première des choses. Et ça, il faut apporter de l'analyse. Donc ça, on le fait. Puis après, on peut apporter du financement. Soit on prête de l'argent. Basiquement, on prête de l'argent et donc on veut être remboursé, mais on prête de l'argent ou on investit et avec d'autres partenaires. Ouais. Est-ce qu'il y a d'ailleurs une attractivité aujourd'hui des campagnes, ce que l'on a évoqué en fait à quelques reprises, Victor Delage, après il y a eu, comme le disait Olivia tout à l'heure, l'après Covid bien sûr. Aujourd'hui ça fait rêver ou pas? Alors en fait, je vous sens circonspect en fait. Non, disons que je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut se poser la question, si vous le permettez. Je crois que notamment quand on s'intéresse à la jeunesse, ce qu'il faut avoir en tête, c'est est-ce qu'elle souhaite oui ou non partir. Et si elle souhaite partir, qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle puisse être mobile? Parce que la mobilité géographique, c'est quand même très lié à la mobilité sociale, comme vous le savez. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes qui ont même dans leur panier le capital culturel, le capital économique pour partir, mais qui ne le font pas parce qu'ils s'autocensurent. Ils s'autocensurent parce qu'ils se disent mon frère, ma sœur vont rester dans le coin, mes amis d'enfance aussi. Moi, si je pars, quand je vais revenir, je serai le traître. Et dans ce cas-là, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent et ils ne reviennent jamais. Moi, je pense que c'est crucial, quand vous êtes jeune, si vous souhaitez partir, de mettre des dispositifs en place pour que ces jeunes puissent aller voir à l'extérieur comment ça se passe. Et ramènent leur expérience. Tout leur savoir-faire, leur expérience, effectivement. On a envie de revenir après? Il y en a beaucoup qui souhaitent revenir. Ah oui, regarder les enquêtes d'opinion parce que c'est très chouette de partir à l'étranger, de partir dans une métropole pour poursuivre ses études, etc. Mais quand vous avez connu ça, vous avez toujours cette petite nostalgie qui vous ramène à ces territoires, parce que vivre dans un centre urbain, c'est quand même beaucoup d'anxiété, c'est du temps dans les transports en commun, c'est la pollution, c'est le bruit. Et à un moment, on voit que cette jeunesse aspire de plus en plus à une quête de sens. Effectivement, vous avez beaucoup de jeunes qui souhaitent revenir sur ces territoires. Au-delà de la nostalgie du retour au bercail, comment on dit, est-ce qu'il y a des territoires qui sont plus attractifs que d'autres aujourd'hui? On parlait du Cantal tout à l'heure, aussi à côté de Caen, il y a des petites communes qui regagnent beaucoup d'habitants. Est-ce qu'il y a des endroits où les jeunes ont envie d'aller aujourd'hui? Alors toute la difficulté quand on aborde cette question-là, c'est que souvent on parle de la ruralité, alors qu'en fait il existe des ruralités. Quand vous habitez dans moi-même, le Cantal, ça me parle bien, je suis auvergnat, Puy-de-Dôme. Mais quand vous habitez effectivement dans le Massif central, c'est pas du tout les mêmes problématiques que quand vous habitez le long d'un littoral par exemple. Donc si vous regardez effectivement où il y a beaucoup de demandes et où il y a beaucoup de mouvements, c'est quand même très concentré dans le sud-ouest de la France. Il y en a aussi dans le nord-est. La diagonale du vide, ça reste compliqué, même si sur certains territoires, vous parlez jusque dans le sud-ouest. Exactement. Ouais. Même sur certains territoires bien identifiés, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont mises en place par les collectivités, par les maires, etc., pour attirer ces jeunes actifs. Effectivement, vous preniez le cas du Cantal, il y a pas mal d'innovations, de projets qui sont mis en place pour amener tous ces gens-là. C'est ce que vous voyez, vous aussi, Gisèle Rossamigno? Non? Oui, moi ce que je crois, c'est que en fait il faut développer pour que les jeunes aient envie d'y rester ou d'y revenir des centralités. Il faut que le jeune ou le moins jeune d'ailleurs, il trouve ses propres besoins. Ses besoins, c'est quoi? C'est se loger, se transporter, se nourrir, se soigner et travailler, et puis un peu aussi de culture aussi. Il faut qu'il ait les moyens aussi d'avoir le sentiment de vivre comme tout le reste de la population. Donc développer les centralités, que ce soit dans un territoire très rural ou moins rural, eh bien nous c'est ce que nous faisons au quotidien. La période de disette budgétaire qu'on vit est-elle de nature à stopper cette dynamique que vous avez évoquée? Chez nous, non. À la Banque des Territoires et à la Caisse des Dépôts, bien sûr que non. Pourquoi? Parce que d'abord les financements, c'est sur le fonds d'épargne des Français et les Français épargnent beaucoup. Oui, les Français épargnent beaucoup. Bien sûr, il faut que les collectivités puissent aussi accompagner
accompagner leurs projets. Mais aujourd'hui, il y a encore des capacités très importantes du côté des collectivités aussi pour réfléchir à les projets et à les financer avec nous. Parfait, merci Gisèle Rossamigno. Écoutez, il y a des auditeurs qui vous entendent et qui vont aller frapper à la porte de la Banque des Territoires et vous l'avez dit, allez voir dans les mairies un peu auprès de chez vous. Merci aussi Victor Delage, fondateur de Terram, un think tank qui est spécialisé donc dans les territoires. Merci à la coopération agricole qui nous a accueillis ici sur le stand depuis 10h30 ce matin, qui nous accueillera de nouveau vendredi matin avec la matinale de Jean-Jacques Bourdin ici de 7h à 9h, moi également, et Alexis Poulain qui va me succéder dans un instant, qui sera également présent. Merci Olivia. Merci Patrick, c'est un plaisir. On vous lit dans le Figaro, bien sûr, Figaro Économie, spécialiste de toutes les questions d'industrie, d'agro-industrie, d'économie d'une façon générale. Et demain soir aussi, rendez-vous, les vraies voix seront en direct des vignerons indépendants ici au Salon de l'Agriculture. Bonne journée à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.